Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission On jase de toi. Aujourd'hui à l'émission, une émission spéciale pour moi parce que je vais pouvoir parler d'une de mes passions, la lutte professionnelle avec mon invité, un ancien lutteur, M. Denis Cyr. Vous allez bien, M. Cyr? Ça va bien, vous? Très bien, très bien. Merci de l'invitation. Je suis très content, comme je l'ai mentionné, de pouvoir discuter de lutte avec vous. C'est rare qu'on peut parler de lutte avec un ancien lutteur qui vient d'ici. En plus, vous êtes originaire de la région. Justement, on va parler ensemble de votre carrière, de votre vie aujourd'hui. On va commencer par le début. Vous êtes originaire de la région de Grande-Rivière. Oui, de Saint-Gabriel. Exactement, Saint-Gabriel, donc dans les rangs en arrière. Ouais. Avant de partir pour lutter en ville, vous avez passé votre enfance ici. Comment ça s'est passé dans votre tendre enfance en Gaspésie? Moi, je viens de la région, c'est sûr, de Saint-Gabriel. C'est une région que le gouvernement a fermée, a chassé le monde de là. Puis il fallait trouver un endroit où rester. On est resté à Grande-Rivière. C'était difficile pour nous autres au début parce qu'on était habitués à la liberté, on était habitués à vivre comme qu'on vivait là-bas. C'est ça, dans l'ensemble, j'ai commencé à travailler très tôt et lâché l'école très tôt parce qu'il y a des grosses familles autrefois, mais c'était comme ça. On lâchait l'école, les plus vieux lâchaient l'école pour laisser travailler, pour laisser la chance aux plus jeunes de pouvoir étudier. On payait nos pensions. Puis, aider les parents. Oui, c'était comme ça. Vous étiez, j'imagine, très sportif quand même jeune? Non. Non? Du tout. On n'avait pas les moyens de s'amuser à faire du sport. Le sport qu'on faisait, c'est on travaillait à la ferme de mon père, on allait à la pêche, puis c'était ça notre sport, nous autres. On n'est pas. Donc le sport est apparu un peu plus tard dans votre vie? Oui, quand j'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans, je me suis inscrit à un club de boxe à Grande-Rivière. C'était Jean-Marie Huard qui était l'entraîneur, puis c'est un gars formidable, c'est un gars que je respecte. C'est un peu grâce à lui que j'ai pu réaliser mon rêve. Ouais. Que la boxe par la suite a amené à la lutte professionnelle. Vous avez commencé à lutter par contre plus tard. Plus tard. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on s'entraînait, puis c'était comme un entraînement normal. Et puis, à un moment donné, je suis arrivé à l'entraînement, puis il y avait un gars qui s'entraînait, qui avait de l'air d'un professionnel, puis il se réchauffait. Puis, j'ai demandé c'était qui. Ils m'ont dit c'était Camille Huard. Puis j'ai été bien impressionné, parce que c'était un gars qui arrivait des Jeux olympiques. Il a fait les Jeux olympiques, oui. Et puis, je parlais avec, puis à un moment donné, il m'avait dit, écoute, il dit, t'as beau devenir du milieu que tu voudras, il dit, si tu crois ton rêve, tu vas le réaliser. Il ne faut pas avoir peur de foncer. Ça m'avait comme déclenché un peu en moi qu'est-ce que mon rêve, c'était de devenir lutteur. Puis, donc, ensuite, vous êtes parti, comme on l'a mentionné, à Montréal pour poursuivre ce rêve-là. Pour essayer de cogner à la porte de la fédération, puis essayer de percer. Mon but premier, c'était de rencontrer mon idole, Édouard Carpentier. C'est lui qui était mon entraîneur. C'est lui qui a fait mes débuts avec lui, ouais. En fait, est-ce que vous aviez d'autres idoles outre Édouard Carpentier à ce moment-là? Est-ce que vous suiviez la lutte? Oui, la télévision, c'était sacré. Là. Ouais. Dans le temps, là, c'était quand la lutte a passé à la télévision, là, toutes les familles étaient clouées devant la télévision. C'était sacré, ça, oui. Donc, ça, vous aviez d'autres idoles à part Édouard Carpentier? Oui, j'avais Gino Brito, qui était un de mes idoles. J'avais les Rougeaux, ça c'est sûr, les Rougeaux. Parce que quand on parle de lutte au Québec, on parle du nom Rougeau. On n'a pas le choix, là, ça vient avec ça. C'était pas mal ceux-là, mes idoles. Donc, en arrivant à Montréal, petit à petit, vous avez pu commencer à côtoyer de bord Édouard Carpentier. Oui, c'est arrivé drôlement parce qu'à un moment donné, moi, je voulais aller voir. Je n'avais jamais vu ça, de la lutte en réel. Je voyais la télévision, puis un de mes oncles qui m'avait contacté, il m'a dit, écoute, lundi, on s'en va faire un tour à Paul Sauvé pour voir un gala de lutte. Il dit, ça t'intéresse-tu? Je te paye ton billet. Ah, puis moi, c'était mon rêve. Hein. Enfin, je vais voir des lutteurs en réel. Puis quand je suis arrivé là-bas, le lutteur qui m'a marqué le plus, ça a été Dino Bravo. Quand je l'ai vu rentrer, c'était la vedette de la place, c'était le King. Ça m'avait vraiment marqué. Et puis, mon oncle savait mon rêve, il savait ce que je voulais faire, mais il voulait comme me donner un coup de pouce, un coup de main, puis il dit à moi, écoute, j'ai commencé à m'entraîner à la lutte le samedi et le lundi.
si ça te tente, viens me rejoindre. Il dit, ici, t'as pas le sauver, samedi matin, puis on va commencer ensemble. Moi, j'ai cru qu'il était là-dedans. C'était mon oncle, puis je savais que mon oncle, il était toujours là pour moi, mon oncle Sylvie Auduguay, en passant. Puis je me suis rendu à Paul Sauvé à 6 h du matin, parce que l'entraînement commençait à 7 h. Puis j'ai attendu en avant de Paul Sauvé, puis à un moment donné, quand les portes ont ouvert, j'ai rentré. J'ai cogné à la porte. Puis lui qui est venu me répondre, c'était mon idole, Édouard Carpentier. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 19 ans. Puis rencontrer un idole puis se faire coacher par une idole à ce moment-là, ça doit être assez spécial quand même. Oh oui, oh oui. Puis Édouard, il donnait pas de cadeau à personne. Il était un gars qui était strict sur l'entraînement, puis c'est un gars qui était très sévère. Puis, non, les 2 années que j'ai passées avec, ça a été des années que j'oublierai jamais ça. Puis justement, ça ressemblait à quoi un peu l'entraînement pour devenir lutteur là, dans ces années-là? Dans ces années-là, il y avait plusieurs écoles au Québec, mais la seule école qui était solide, c'était l'école internationale avec l'école qui appartenait à Gino Brito et Dino Bravo. J'avais commencé à m'entraîner avec eux autres. Édouard, lui, l'entraînement se passait au sol, sur un plancher de béton avec un tapis commercial. Puis, tu avais un plancher de parqueterie, où est-ce qu'il y a les boxeurs, parce que c'était une salle de boxeurs qu'on s'entraînait. On apprenait à tomber là-dessus. Il fallait apprendre à tomber avant de monter sur le ring. Donc, on avait hâte de monter sur le ring. Parce qu'à un moment donné, tomber sur le dos, sur le béton, je ne sais pas si tu le sais, mais ça... On se promenait avec des gros coudes parce qu'on saignait, puis on se promenait avec des gros genoux. Puis quand on a tombé sur le ring de boxe, le ring de boxe, c'est pas un ring de lutte, c'est carrément différent. Le ring de boxe, c'est quelque chose qui n'a aucun spring, aucun ressort, rien, c'est solide. Fait qu'on a commencé à tomber là-dessus, puis pour nous autres, c'était mou. On était habitués sur le béton pour qu'on tombait sur le ring. Et puis là, les blessures ont commencé parce qu'on avait trop confiance en nous autres. Là. Puis vous êtes entraîné pendant combien de temps? 2 ans et demi. Avant votre premier combat ou non. Tout en luttant? Non, j'ai commencé à m'entraîner en août, au mois d'août 83. Et puis en mois de mai 84, mon premier combat, j'ai fait pour International. Gino Brito m'a donné ma chance de monter sur le ring. Puis on entend souvent, du moins aujourd'hui, les lutteurs dire souvent que leur premier combat, c'est pas toujours fameux. De votre côté, ça s'est passé comment? J'ai adoré. Ça s'est bien passé? J'ai adoré. Parce que le gars contre qui j'ai lutté, c'est le garçon à Gino Brito. C'est Junior. Et puis, il m'a laissé des chances, il m'a laissé travailler, puis ça m'a donné confiance en moi. Puis c'est à partir de ce temps-là que... Ça a confirmé la passion pour le sport. Vous avez lutté un peu au Québec par la suite, surtout à lutte internationale. J'ai commencé avec lutte internationale. Dans le temps, ça se faisait à Sherbrooke, à Télé 7, à télévision. J'ai commencé avec eux autres. J'ai été 1 an et demi avec eux autres avant de traverser l'autre côté. Mais justement, c'est l'association avec Édouard Carpentier qui a un peu facilité. Ouais. Quand on dit l'autre côté, on parle WWF. WWF, oui. Donc, l'association avec Édouard Carpentier a facilité les relations avec WWF au départ. Oui. Puis c'était comment? J'imagine que c'était quand même un rêve, même si c'était les premières années de la WWF, c'est un peu un rêve. Moi, mes idoles, c'était les lutteurs québécois. Okay. Maurice Vachon, les Leduc, les Rougeau, c'était mes idoles au Québec. Côté américain, on voyait à la télévision, mais c'était pas pour moi... dans ce temps-là, c'était pas quelque chose qui m'impressionnait. Okay. C'était une grosse fédération solide, oui, mais ça commençait à percer, puis... non, j'étais content, par exemple, parce que j'ai lutté contre les plus grands lutteurs mondiaux. C'est quand même... mais ça, justement, comment c'est arrivé vos premiers pas à WWF? Comment vous avez su que vous alliez lutter pour la WWF? Édouard est venu nous voir à l'école à un moment donné, puis il dit... Édouard avait un petit groupe à lui, personnel, qui voulait garder près de lui. Il y avait moi, il y avait Nelson Veilleux, Serge Audouin, Luc Poirier, on était un petit groupe qui était quand même assez proche de lui. Fait qu'il nous a emportés avec lui à la WWF. Il nous a dit, bon, venez-vous-en avec moi, je vous amène là-bas. Parce que lui, il s'en allait comme animateur là-bas, puis il voulait nous emporter avec lui. Vous l'avez mentionné, vous avez affronté des légendes de la lutte. Ouais. On pense à Jake the Snake Roberts, Bret Hart, Don Muraco. Votre premier combat, en fait, c'était contre Don Muraco. Ouais. Puis vous me disiez là, avant, en fait, en pré-entrevue, qu'à ce moment-là, vous n'aviez aucune idée c'était qui Don Muraco. Je ne savais même pas. Comme je te dis, j'ai regardé la lutte québécoise parce que moi, mes idoles, c'était les lutteurs québécois. Et puis, quand on m'a dit que je luttais contre Muraco,
sais, pour moi, bon, Morocco, OK, c'est un lutteur, puis, tu sais, puis j'ai monté sur le ring, puis c'est drôle parce que quand je suis arrivé sur le ring, moi, je parle pas anglais. Aujourd'hui, je me débrouille un peu, mais pas un anglophone. J'étais arrivé sur le ring, puis je me suis approché par l'arbitre sans que ça paraisse, puis j'ai demandé, j'ai dit You speak French? Il dit oui. Il dit j'étais un gars de Chandler. Ça a drôlement donné. Il dit quoi? J'ai dit Morocco, c'est qui ça? Il dit es-tu sérieux, toi? J'ai dit oui. Il dit va dans ton coin, puis il attend qu'il arrive. Ça m'a pas mis en sécurité. Parce que ceux qui ne connaissent pas Don Muraco, c'est une bonne pièce d'homme. Mais c'était un pan de mur. Là. Ouais, quand j'ai vu monter sur le ring, là, je la regardais, j'ai dit oh, bon, OK. Puis à cette époque-là, la WWF, ben en fait, la lutte à la télévision de la WWF, c'était justement des vedettes de l'époque qui affrontaient un peu ce qu'on appelle des jobbers, des lutteurs qui sont là pour se faire battre. C'est parce que la lutte autrefois ne marchait pas comme la lutte aujourd'hui. Exactement. Disons que c'est pas, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas bonne, elle est aussi bonne. C'est qu'autrefois, quand tu voulais percer dans le domaine, il fallait faire tes preuves. Tu voulais monter sur le ring, tu voulais monter des grades, il fallait que tu fasses tes preuves. Puis la télévision servait surtout à bâtir des vedettes aussi. C'est ça. À monter les lutteurs que la fédération voulait avoir au top. Oui, parce que quand tu montais sur un ring pour la télé, tu avais 3 minutes de match. Puis en 3 minutes, il fallait que la personne qui était là montrait qu'est-ce qu'il savait faire. Ça prenait des jeunes qui n'avaient pas peur, qui n'ont pas fait aux yeux, qui voulaient faire leur nom tout avec. Fait que... C'était comment travailler pour la WWF dans les années 80? Moi, j'aimais mieux international. OK. Il me semble qu'on était beaucoup plus... C'est pas qu'on n'était pas bien reçus à WWF, c'est qu'on était des jeunes Québécois. Puis au Québec, on pouvait travailler, on connaissait les légendes, on connaissait les gars. Aux États-Unis, on ne connaissait pas personne, puis il fallait essayer de se débrouiller avec ça. Puis, c'était plus une famille au Québec qu'à la WWF. Ouais. Mais justement, on l'a mentionné, vous avez affronté des lutteurs d'élite mondiale, Jake Roberts et Bret Hart, comme on l'a mentionné. C'était comment affronter? Avec le recul, on se rend compte qu'on a affronté des lutteurs exceptionnels. Sur le coup, tu ne portes pas attention parce que tu fais partie de la game. Mais avec les années, tu t'assis, tu dis hey, j'ai lutté contre ces grands gars-là. J'ai fait partie de cette famille-là. C'est quand même spécial. Puis même sans avoir lutté contre certains lutteurs, vous avez côtoyé les Hulk Hogan, Oui, Hogan, j'ai pas réellement eu de jasette avec lui. Rien. Bon, on se rencontrait dans la chambre, on se donnait la main, puis c'était fini là. Mais les autres, étaient quand même assez ouverts. Mais ça, est-ce que vous aviez des anecdotes avec certaines vedettes, avec des Bret Hart ou avec des Jake Roberts? Non, ils se mélangeaient pas bien. Okay. C'était, comme je te dis, tu avais des différentes steps. Ceux qui sont en haut, mais ils ne se mélangeaient pas avec les jeunes. Il y en avait quelques-uns qui se mêlaient un peu, qui venaient nous voir pour jaser. Mais en réalité, non, ils ne se mêlaient pas bien. Est-ce qu'il y avait d'autres Québécois avec vous à ce moment-là à WWF? Oui, il y avait moi, il y avait Nelson Veilleux, il y avait Serge Audouin, Luc Poirier. Il y avait Claude Hébert aussi qui faisait partie de ça. Puis, donc, c'était un petit groupe de Québécois. Un petit groupe de Québécois. Qui se tenaient un peu plus ensemble. La gang de Haït-Bois, oui. OK. Ouais. Puis, pendant vos années à WWF, vous avez pas participé, mais vous avez assisté sur place au premier WrestleMania. WrestleMania, c'est un peu le Super Bowl de la lutte professionnelle. C'était immense. Le plus gros événement de lutte de l'année. C'est comment assister à ça depuis le C'est impressionnant de voir ça. Quand tu vois, je sais pas, il n'y a pas de mots, mais c'est vraiment... tu rêves un jour que toi, tu réussisses à monter là. C'est assez spécial. Le premier WrestleMania, c'était à New York, au Madison Square Garden. Un aréna mythique aussi, là, à ce moment-là. Ouais. Moi, je suis vraiment québécois. Hein. À défendre tout ce qui est au Québec avant de défendre ailleurs. C'est sûr que c'est impressionnant parce que c'est quelque chose qui est gros. Mais moi, c'est le forum. C'est tout ce qui est au Québec. Sans pas le sauver. Je veux parler d'une dernière chose à la WWF. Un personnage qui est toujours présent aujourd'hui, c'est Vince McMahon, qui est le chairman, le propriétaire, président. Probablement tout ce qu'il y a à avoir à WWF, c'est à lui. Vous l'avez côtoyé évidemment plus que vous avez lutté à WWF. Il est comment Vince McMahon en personne? Parce qu'on entend beaucoup d'histoires sur lui, un peu du personnage, mais comment il est en personne? Moi, personnellement, quand je l'ai rencontré la première fois, c'était
Je luttais contre... c'était Terry Funk. OK. Puis il m'a fait venir à son bureau parce que Terry, c'est un gentleman. C'est un gars que j'ai un très grand respect pour lui parce qu'il laissait la chance aux jeunes de travailler sur un ring. Même s'il était limité, il laissait la chance. Il m'a fait venir au bureau, puis avec McMahon, puis on jasait, puis je l'ai trouvé sympathique, simple. Non, j'ai bien aimé. Pas le personnage qu'on s'imagine tous. Non. Pour finir là, vraiment avec la WWE, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez appris de votre passage là-bas? Bon, ce que j'ai appris. Qui vous a servi peut-être pour vos autres années de lutte par la suite? Là? Ben, c'est sûr que ça nous a donné un plus pour nous autres, les jeunes qui commençaient là. On a lutté pour contre des grands vedettes. J'ai été le premier lutteur à recevoir une souplesse sur le troisième câble contre les British Bulldogs. Jack the Snake Roberts avec son serpent, la même chose. Vous étiez le premier adversaire de Jack the Snake à pour la télé. Ouais, pour la télé. Parce qu'il luttait déjà pour le WF, mais pour la télé, cette fois-là, j'étais le premier à passer avec. C'était pas à Raw, c'était à Main Event. C'était Main Event? Bon, je me souviens pas. Mais, le premier à la télévision comme Jack the Snake. Puis j'étais un gars sympathique, un gars smart. Ce qui est drôle, c'est que quand on m'a dit que je luttais contre lui, dans la chambre, il y avait un sac dans le coin. Son serpent là-dedans, moi, je ne savais pas. Moi, Jack the Snake, pour moi, c'était... Les gars passaient à côté, puis ils donnaient des coups de pied, ils me regardaient, puis c'est un sourire. Mais j'ai pas porté attention. Peut-être qu'ils, je sais pas, ils veulent faire un tour au gars. Puis quand je l'ai vu arriver, Jack the Snake, sur le bord de ring avec son sac, je l'ai reconnu du sac. J'ai dit, bon, ils l'ont excité au bout, le serpent, là, puis c'est moi qui va écouter. Ça va la morsure. Oui. Mais c'était gentleman, le monsieur, là. Donc, ça a quand même été des belles années à WWF pour l'expérience, pour... ça s'oublie pas, ça s'oublie pas. Puis ça vous a servi quand vous êtes revenu au Québec, vous êtes promené un peu au Québec? Oui, c'est sûr, parce que dans ton bagage, quand tu dis que tu as lutté pour la WWF, les portes s'ouvrent. Ouais, c'est sûr, certain que c'est ça qui m'a aidé beaucoup. Ça attire l'œil, des promoteurs comme ça attire l'œil du public aussi d'avoir une vedette de la WWF. C'est drôle, parce que quand je suis arrivé au Québec, il y avait un promoteur du nom de Denis Archambault. C'était le numéro 2 au Québec. Il y avait Gino Brito, puis le numéro 2, c'était lui. Et puis, j'ai un de mes copains, il dit, Denis, il dit, viens lutter pour lui. Il dit, viens mettre ton nom. J'avais été le voir. Puis, j'avais demandé, j'ai dit, t'as-tu besoin d'un gars? J'ai mon stock, j'ai tout. Il m'a dit, t'es qui? Ben, j'ai nommé mon nom. Il dit, je te connais pas. Ben, j'ai lutté à la télévision, j'ai fait la WF, j'ai fait l'international. Il dit, je te connais pas. Il dit, ça me prend des preuves. C'est drôle parce que c'est arrivé comme ça. Là, j'étais chez nous, j'ai dit, non, ça se peut pas. Hey, j'ai été à la télévision, à un site au Québec, j'ai fait la télévision aux États-Unis. Puis je dis, il me connaît pas, ça marche pas, là. Je retournais le voir. La semaine d'après, j'ai dit, Denis, écoute, j'ai dit, demande à Nelson, demande à Jodoin. J'étais avec eux autres. Fait que ce soir-là, il manquait un gars. Ça a donné comme ça. Il dit, je vais t'essayer. Puis ça a déclenché tout au Québec. Ça a été, la lutte internationale était encore présente à ce moment-là, mais ça a été la ICW qui est arrivée par la suite au début des années 90. Puis ça avait été un lutteur important pour la ICW pendant c'est une fédération qui est toujours active, je crois. Elle est toujours active, Probablement la plus vieille fédération, du moins à Montréal. Oui, elle était pas mal la plus vieille. Puis c'était au Québec, après l'international, c'était lui qui était le plus top. C'était comment la ICW là, au début? C'était avec Luigi Prou. Oui, c'était une famille. Vraiment, là. J'ai rien à dire, c'était une famille, pour moi, c'était la fédération qui m'a ouvert beaucoup plus de portes. Là. Vous avez eu des bons règnes, par exemple, de champion par équipe, justement avec Luigi Prou là-bas, qui a duré, presque interminable, oui, c'est ça. Ça doit vous, comment je pourrais dire, vous donner une notoriété un peu d'avoir ce titre-là aussi longtemps sur votre épaule. Là. Quand tu es dans le domaine, quand tu es dans l'action, tu portes pas attention à ce que tu as. Souvent, tu es dans l'action, bon, OK, à soir, tu es champion, bon, OK, bon, la semaine d'après, bon, on porte pas attention. Et c'est plus tard que tu t'en rends compte tout ce que... Parce que dans l'action,
Non. C'est avec le recul qu'on se rend compte qu'on a réalisé beaucoup de choses finalement. Ouais, ben, c'est quand j'ai rencontré Danny Kidman, à un moment donné, que c'est lui qui m'avait ouvert les yeux. Il dit Denis, ta carrière est grosse. Denis. Avec une liste de presque tous vos accomplissements. Donc c'est ça s'est bien passé finalement. Oh, c'est surprenant. Ben justement, pouvez-vous nous dire un peu quelques accomplissements que vous avez eus? Moi, j'ai eu 29 championnats, j'ai gagné 29 fois la ceinture, j'ai eu 9 trophées Megastar, 2 plaques de reconnaissance, j'ai quand même assez bien roulé ma bosse, puis un record canadien. De champion par équipe. Avec l'UG Pro. Avec l'UG Pro. Ouais. Donc, une carrière bien remplie. On a parlé beaucoup de votre carrière, mais on n'a pas beaucoup parlé de votre style dans le ring. C'était quoi un peu votre style à l'époque dans le ring? J'étais plus souvent sur le côté des battes que du côté des cleans. Mais dans la lutte, contrairement à ce que le monde pense, tu ne choisis pas qu'est-ce que tu es. C'est souvent le promoteur qui dit bon, à soir, c'est toi t'es battes, toi tu peux pas, tu vas avoir tel style, puis c'est ça qui arrive. Des fois, tu ne choisis pas, là. Non. Puis je crois qu'il y avait une anecdote un peu sur le moment où vous aviez décidé que là, il faut que je devienne un gentil, là. Oui, à un moment donné, là, il faut mettre c'est assez, là. Oui, parce que je luttais ce côté des battes, puis quand tu es dans ton personnage, si tu joues ton rôle correctement, tu remplis les salles, puis ton nom est là. Et cette fois-là, j'avais ce personnage-là, disons qu'il avait été un petit peu trop loin dans le domaine de la lutte. C'est arrivé un soir comme ça. Je rentrais par en arrière, puis je rentrais jamais par en avant parce que c'était trop dangereux pour moi. Je rentrais par en arrière. Puis un des gardiens de sécurité est venu me rencontrer. Il dit Steven, il dit viens à part, et je vais te parler. Fait que je portais le nom de Steven. Fait que je m'en vais à part, puis j'ai trouvé ça louche parce que c'était lui qui était en charge de la sécurité. Il dit à moi, il dit Steven, il dit il y a un gars ici qui est venu à soir, puis il veut te passer. Il veut te régler ton cas. Ah oui, je dis un lutteur, il dit non, il dit un spectateur. Oh, puis là, ça change la note. J'ai dit non, ça marche pas, là. Il dit inquiète-toi pas, il dit on va te rassurer, il dit on a mis des gars près de lui parce qu'on a un gros doute que c'est lui. J'ai dit vous n'êtes pas sûr? Il dit non, mais il dit on a un gros doute. Il dit il y a des policiers qui attendent à la porte. Il ne peut pas fouiller le monde parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Et il m'avait indiqué où il était, par exemple, dans la salle. Mais pour me rendre au ring, j'avais 4 gardiens autour de moi. J'étais en sécurité, il n'y avait pas de problème. C'est sûr, je recevais tout ça d'affaires. Le monde me gâchait des choses, ça c'est normal. Ça passait pareil. Mais quand je suis arrivé au ring, j'étais le seul. J'ai monté sur le ring. C'est là que j'ai vraiment réalisé qu'il faut que je fasse le quoi parce que ça ne marche pas. Là. Moi, je suis ici pour donner un show. J'ai peut-être trop embarqué dans mon personnage, trop avancé, puis il y a du monde vraiment qui embarque là-dedans, ils sont croyants. Là. Mais je regardais toujours ce que le gars était dans la salle. Je fixais l'endroit où il était. Puis j'ai fait mon tour de ring pour faire mon show. Puis je revenais à l'endroit où le gars était. Je me suis accoté sur les cordes, puis je regardais le gars dans les yeux. C'est à ce moment-là que le gars s'est levé. Puis les gardiens en arrière l'ont pris, puis l'ont sorti. J'avais 20 minutes de combat à faire. Je me suis viré de bord, j'ai dit à l'arbitre, j'ai dit attelle-toi, ça va chauffer. Il dit avec toi, le gros, il dit ça chauffe tout le temps. Il dit non, ça va. C'est autrement ce coup-ci. Le gars contre qui je l'étais, je me souviens plus de son nom. Parce que cette soirée-là, je n'étais plus là. Cette valeur pour lui, mais il a clenché à terre direct. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai rentré dans la chambre, puis j'ai fait venir le promoteur, le bookmaker. J'ai dit tu me vires d'abord ou tu me perds. J'ai dit moi, ça ne marche plus. Là. Je ne peux pas lutter comme ça. J'ai une famille. Surtout à ce moment-là, vous étiez une des vedettes là, de la promotion. Dans la ICW, j'étais une des vedettes de la ICW, oui. Donc, c'est ça, la lutte, surtout, j'imagine à cette époque-là, beaucoup plus qu'aujourd'hui, le kayfabe était beaucoup plus présent. Donc, les gens croyaient encore à la lutte. Elle était différente, la lutte. Oui, c'est ça. Carrément différent. Parce que dans le temps, quand on donnait des coups, on le donnait. Si les gars étaient pas d'encaisser, ils s'en allaient chez eux. C'était comme ça, là. Ça, puis les gens croyaient, les gens haïssaient les méchants, aimaient les gentils, donc c'était... Puis quand vous êtes devenu gentil, j'imagine que ça a été le jour et la nuit, là, vous êtes devenu le préféré de la foule. C'est drôle, hein, dans la même soirée, le monde était prêt à me démolir, à tout faire, puis
quelques minutes après, le monde m'adorait. Il essayait de me serrer, m'embrasser, puis c'était bizarre. Ouais. Mais c'est comme vous aviez mentionné au début, vous deviez rentrer par en arrière pour pas être vu. Ouais. Fait que c'était un peu un autre monde aujourd'hui. On le voit avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit les lutteurs tous ensemble. C'est pas pantoute la même chose qu'à l'époque. Dans l'époque, on avait chacun nos chambres, puis c'était comme séparé. Puis sur le ring, souvent, ça se décidait sur le ring. Il n'y a aucune préparation, on t'embarquait sur le ring, puis tu luttais, là. Vous bâtissiez le combat. Oui, sur le ring. L'arbitre était là pour contrôler s'il y avait trop. Puis vos dernières années dans la lutte québécoise, ça s'est passé comment? Je me suis retiré parce que je ne me voyais plus. C'était plus ma place pour moi, là. C'était. Quand tu es rendu dans les airs, puis tu roules toujours dans les finales, semi-finales, puis à un moment donné, tu t'aperçois que tu t'en vas en déclinant, il est temps d'arrêter. Puis les blessures aussi doivent rentrer un peu en ligne de compte. Est-ce que vous avez eu des blessures sérieuses? Oui, c'est sûr. J'ai l'épaule qui a été rebâtie, j'ai des vis dans les épaules, ma colonne, j'ai le coffre qui est ouvert. Oui, j'ai eu des blessures. Là. Fait que si on veut, la lutte, c'est un sport ingrat là, pour ça. Si on veut rester en forme après la retraite, il faut savoir à quel moment ça arrêter, oui. Il faut savoir arrêter à temps avant que ça aggrave. Est-ce que vous aviez le goût de continuer dans le milieu de la lutte après votre retraite, à vous impliquer d'une autre manière? C'est toujours. La lutte est ici en dedans, puis ça ne sortira pas de là. Un lutteur ne prend jamais vraiment sa retraite? Non, jamais. Ça reste ancré. C'est le public plus qu'autre chose qui nous manque. Puis est-ce que vous aviez, vous avez assisté à des galas là, de lutte, vous avez eu des hommages un peu aussi, justement à la ICW? Oui, à la ICW. C'est arrivé, je crois, c'est en 2016. C'est la première fois que je rencontrais Pat Laprade. C'est un gentleman, un monsieur très gentil, un monsieur. Et puis, j'ai rentré dans le bureau, il était assis. Mais je n'ai pas fait attention parce que je ne savais pas c'était qui. Puis la lutte, je l'avais commencé à tasser, mais je me gardais toujours, mais je n'écoutais pas. J'avais été voir Luigi, puis c'est là qu'ils me l'ont présenté, Pat Laprade. J'étais assis dans la salle, puis à un moment donné, pour le 25e anniversaire, je crois, de la ICW, ils m'ont rendu hommage sur le ring, puis c'était Pat Laprade. Ça m'avait fait vraiment chaud au cœur, là, spécial. Pat est un peu le seul historien de la lutte au Québec, qui est un encyclopédie à la lutte québécoise, qui a écrit des livres sur la lutte québécoise, qui vient toujours... C'est pas fini, il vient tout juste de sortir son livre sur le Géant Ferré, sur la vie du Géant Ferré, une œuvre que j'ai personnellement, que je vais commencer à lire bientôt. Non, c'est un monsieur qu'on doit respecter. Qui fait beaucoup pour la lutte québécoise encore aujourd'hui. Oui, beaucoup. Puis aussi, en 2018, vous avez eu un petit hommage ici à Grande-Rivière avec la EWE. Oui. Ils m'ont approché, ils m'ont demandé, ils voulaient venir faire des galas en Gaspésie. Ils m'ont demandé si ils acceptaient qu'ils me rendent hommage. Puis c'est toujours chaud au cœur quand tu arrives. Ça faisait la 3e fois qu'on me rendait hommage à un ring. Puis ici, chez vous, en plus, ça doit être un petit peu plus spécial. Mon rêve, ça a toujours été de venir lutter ici en Gaspésie. J'ai jamais eu la chance. J'ai jamais eu un promoteur qui est assez sérieux qui m'approchait. Mais là, d'être monté sur le ring, ici devant ma famille, devant les miens, c'était spécial. Puis en plus, cette soirée-là, ça a été le premier combat de votre fille, Tania. Donc ça a été une soirée remplie d'émotions, j'imagine. Oui, c'était spécial. Je ne m'attendais pas, ni moi, ni les anciens qui étaient là avec moi, ils ne s'attendaient pas à voir ce que ma fille a donné comme spectacle. C'est vraiment... Donc vous avez un peu pris votre fille sous votre aile là, pour lui donner tous les outils nécessaires pour... Oui, parce qu'elle avait commencé à s'entraîner pour une fédération. Puis pour moi, c'était pas assez sérieux. Puis je disais, elle va se blesser. Non, je veux quelqu'un de sérieux. Puis à un moment donné, j'avais été voir un gala de lutte dans la région de... Je me souviens plus de quelle région exactement, c'est Saint-Hyacinthe, ces coins-là. J'avais été rencontrer mon chum PCO, Pierre-Carl Ouellet, Serge Audouin, Tiger Jackson. On s'avait rencontrés, on jasait. Puis ça a donné comme ça. J'ai dit à Serge, je cherche un gars sérieux pour donner des cours à ma fille, quelqu'un de solide. Puis c'est là qu'il m'avait dit, bon, tu prends Drew Onyx, puis c'est un gars solide, un gars sérieux. Je ne le connaissais pas.
J'ai su par après que c'était la relève à un des bras droits, à Abdullah de Butcher. Puis fait que j'ai été le voir, puis il dit, écoute, je ne prends plus aucun élève. Mais quand que Serge lui a dit qui j'étais, il dit, c'est plus pareil. Il dit, OK. Il dit, c'est la fille d'une légende. Il dit, regarde, il dit, je vais la prendre, je vais la mettre sur mon aile. Puis je pense que ça a été quelque chose de bien, pardon. Puis depuis 2 ans, la carrière à Tania va super bien, va en ascension presque sans arrêt. Elle est en demande partout, au Québec, en Ontario, aux États-Unis l'an prochain pour ces galas de lutte. Même Pat Laprade avait voulu la voir dans un de ces galas. Ouais. Femme fatale. Femme fatale, oui. Puis ma fille, elle ne se sentait pas prête cette fois-là, mais je la comprends, c'est sa décision. Parce que Femme fatale, c'est les meilleures lutteuses indépendantes en Amérique du au monde, presque en Amérique du Nord principalement, mais au monde. Ouais. Donc ça aurait été une belle plateforme, mais l'occasion va prendre. Oui, c'est sûr. Pat, je suis sûr que Pat, à un moment donné, il va la rapprocher encore et elle va être prête. C'est parce que là, ça faisait pas assez longtemps qu'elle luttait, elle ne se sentait pas prête à affronter ça. Là. Donc, j'imagine que vous continuez votre passion pour la lutte à travers Tania. Ah oui. Puis, ce qui est drôle, c'est 1 an après qu'elle a commencé à lutter, elle est devenue championne. Déjà. Pour la fédération, oui. Déjà en partant. Très rapide. Oui. Les pas de chauve devant elle, je suis bien content. Normalement, si vous aviez toujours été actif, je vous aurais demandé qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le futur. Mais là, je vais vous demander qu'est-ce qu'on souhaite à Tania pour le futur, pour les prochains mois. Là, on sait que la lutte présentement au Québec est complètement arrêtée. On espère un retour dans le ring le plus tôt possible. Mais qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Tania pour le reste de sa carrière? Son but, c'est d'aller plus loin de ce que moi j'ai fait. J'y souhaite. C'est sûr, certain que si elle peut réussir à percer, aller aux États-Unis, aller pour la WF, pas la WF, aujourd'hui c'est WWE, mais sinon. Dépasser son père. Dépasser son père. De la lutte. Ouais. Ça, c'est l'hommage de. C'est Danny Kidman qui avait fait. Il m'avait appelé. Il m'avait demandé l'autorisation de vérifier mon passé dans le domaine de la lutte professionnelle. À savoir tous les titres que j'avais gagnés. Ça avait passé dans sa revue. C'est là que je me suis rendu compte de tout ce que j'avais gagné. Ouais. J'avais pas réalisé ce que j'avais là. Les 29 ceintures, les trophées, les hommages, tout ça. J'avais pas réalisé ça. Là. C'est à la suite de ça que j'ai dit, bon, OK, les revues de lutte qu'il y avait dans le temps, parce que je faisais les pages de couverture. J'avais d'autres fédérations de lutte au Québec. La lutte Sorel au Québec, que j'ai fait. J'ai deux photos à l'intérieur dans le temps qu'on était en équipe, moi puis Ludger. Dans les revues de Photopolis, la lutte. Les revues de lutte qui passaient au Québec. Photopolis qui passait au Québec, la même chose. On passait, moi puis Ludger, on passait réellement souvent là-dedans. Ça, il y a des photos de WWF aussi là, dans ce Oui, il y a toutes il y a tous les grands lutteurs là-dedans, Hogan, les machines, Jack the Snake Robert. On faisait partie de cette gang-là. Ouais, les photos sont là-dedans et je pourrais vous le montrer. Ouais. Je me souviens plus quelle page que c'était. C'était ici, la dernière page avec qu'on voit ici. J'étais là, ici. Quand l'équipe s'est dissoute, notre fameuse équipe, quand on a perdu notre ceinture de ICW, moi puis Ludger, c'est là qu'on a décidé que l'équipe, c'est des vieux journaux, là, ça date de loin. Là. On avait perdu notre équipe, puis on s'avait séparés, on ne sait jamais d'autres. Lutter ensemble. Ouais. Après, c'était comme fini, moi puis lui. Avec Ludger, j'ai eu quand même mes meilleurs souvenirs de lutte dans le domaine. J'imagine à force de toujours travailler avec la même personne, on devient des amis proches aussi. Moi puis Ludger, quand on embarquait sur le ring, on avait tellement confiance envers l'autre qu'on savait que s'il arrivait quelque chose, l'autre était là pour le protéger. Relation de confiance. Oui, la confiance était là. Aujourd'hui encore entre nous deux, même si on ne se voit plus, on ne se rencontre plus. Moi puis Ludger, la confiance sur un ring, on sait qu'il n'y aura pas de problème. Toujours là. Oui. Je m'en monte sur un ring, je sais que Ludger n'est pas loin.
J'ai confiance parce qu'il arrive de quoi, je sais qu'il va venir. Puis la même chose pour lui. Et est-ce que vous êtes déjà affronté? Jamais. Jamais? On a toujours voulu, beaucoup de fédérations ont voulu se servir de ça. On va faire affronter les deux Québécois, les deux Gentlemen Express. On a toujours refusé. OK, c'est vous que vous avez... On n'était pas sur le même côté. Lui était cycline, moi j'étais bad, ou vice-versa. Okay. Mais on ne s'est jamais rencontrés. Okay. On se faisait face sur un ring. Ouais. Mais jamais un combat. Non. On a toujours refusé de laisser la chance à une fédération de détruire qu'est-ce qu'on a beau faire. Ouais. Ça aurait été un dream match. Là, ça aurait été immense. C'est sûr que le monde en voulait. Le monde voulait absolument nous voir, moi et Luigi, s'affronter sur un ring, mais non. On avait trop de respect entre les deux. Vous voulez pas? Non. Ah, c'est bon. Non. Ça, c'est d'autres photos. D'autres photos que j'avais de. J'en ai beaucoup à la maison, mais il y en a d'autres. Ça, c'était un. C'est la lutte. Non, c'est pas non, c'est la Fédération de lutte provinciale du Québec, je crois, qui était. Ouais. Sur le site, c'était avec Tiger Jackson, qui était notre gérant à un moment donné, le petit nain. C'était un show qu'on donnait avec lui. Oui. Oh oui, c'était. Puis ça marche encore. Il y a encore des combats, pas de nains, mais encore des nains qui luttent. Oui, parce que quand j'étais voir. Ça marche encore aujourd'hui. Oui, quand j'étais voir, c'est dommage, parce que les nains, c'était une attraction spéciale. Oui. C'est quelque chose de beau à voir. Quand j'étais rencontré PCO à Saint-Hyacinthe, Tiger était là avec nous autres, puis il luttait ce soir-là. Ici, c'était avec le célèbre Frenchy Martin. On s'avait rencontré lors d'un gala. Ici, j'avais lutté, quand je vous dis que t'embarques sur un ring, mais quand tu arrives à la salle, tu décides pas quel personnage que t'es. Tu décides pas qu'est-ce que tu sais. Si on m'avait fait lutter masqué. OK. Je portais le masque cette soirée-là. J'étais champion pour cette fédération-là. Ça, c'est une photo qui a fait beaucoup de revues à Montréal, des revues de lutte, à moi et Luigi, dans le temps qu'on était champion. On faisait des tournées, on faisait Sorel, on faisait partout au Québec, on a lutté en Ontario, puis c'était la photo qui servait de page couverture souvent. C'est un autre souvenir que ça aussi, c'est un grand souvenir pour moi, c'est j'ai lutté contre Dino Bravo. OK. Ça s'est passé, je crois que c'est dans Mascouche pour la télévision. À Mascouche, c'était spécial. Contre Dino Bravo, c'était un de mes idoles. En plus, ouais. Oh oui. Ici, c'était contre un champion allemand pour la. Je me souviens plus quelle fédération. Il y avait tellement de fédérations à un moment donné qu'on se promenait. Puis, ça a été contre un champion allemand qu'il y avait dans cette année-là. Ça, c'est la première ceinture pour le conseil de lutte provincial. La première ceinture que j'ai eue dans ma carrière. OK. Ça a été spécial. C'est pour Denis Archambault, justement, qui n'avait aucune confiance et il ne savait pas qui j'étais. Puis il avait décidé de m'essayer. Puis à un moment donné, après mon combat, il vient me voir et il dit écoute, il dit ce que j'ai vu sur le ring, là. Il dit pour moi, ça reste accroché. Puis malgré tout, ce qu'on peut dire, c'est la lutte, c'est quand même. Si vous remportez une ceinture, c'est parce que vous la méritez, là, je veux pas. Fait que c'est un accomplissement en soi quand même d'avoir la ceinture. Quand ils te donnent la ceinture, c'est que tu embarques sur un ring, puis tu es capable de tenir la foule, puis tu es capable de remplir une salle. Ils vont te donner le titre de champion. Puis tant que tu vas garder ce chaleur-là, ils vont te laisser champion. Aujourd'hui, c'est plus comme ça aujourd'hui, mais autrefois, c'était comme ça. Ça, c'est la première ceinture par équipe que moi et Luigi, on avait remporté pour le Conseil national de lutte provinciale. C'était dans le Nord. Si je ne me trompe pas, c'était à La Minerve qu'on avait... OK. C'était un chapiteau, là? Oui, on faisait beaucoup de festivals, puis on couvrait, on nous appelait souvent, puis il y a même des endroits des festivals qui refusaient de nous avoir. OK. Parce qu'ils disaient qu'on donnait un show un petit peu trop hot.
Puis il avait peur que ça vire C'est arrivé à Saint-Jean-Baptiste de Rouville, ça virait en foire là, dans la salle. On se battait contre la foule pour réussir à sortir de la foule. Ouais. C'était spécial. Là. Ça, c'est avec Édouard Carpentier. OK. Les premières années en 83 que je commence à m'entraîner. Ça, vous aviez l'air jeune? Ouais, j'avais 19 ans. C'est vrai, 19-20 ans. Ça, c'était une photo que je garde en souvenir. C'était la journée que j'ai gagné le titre de champion provincial pour lutte internationale. La ceinture internationale qui est devenue par après. Ça, c'était pour moi, c'était comme l'accomplissement de mon plus grand rêve. D'avoir la ceinture que les Rougeaux, les Édouard Carpentier, cette gang-là avait pour... ouais, c'était... Ça ici, c'est la ceinture champion poids lourd pour lutte ICW. C'était l'ancienne ceinture qui appartenait à l'International, qui est devenue ICW. Ça avec, c'était... C'est gros. Oui, parce que c'est des ceintures que tes grandes vedettes ont portées, puis toi, c'est toi qui la portes. Là. Mais c'est pour une autre fédération, mais ça reste la même ceinture. Oui. C'était la ceinture internationale. Non, c'était devenu ceinture poids lourd ICW par équipe, que j'avais mon partenaire dans le temps. C'est quand même... J'ai eu plusieurs ceintures, puis comme je dis, ça reste marqué pareil. Là. Celui-là, c'était un combat que j'ai fait contre El Santos, qui était connu, c'est un lutteur qui était connu dans les années 70-80. J'ai lutté contre... comme j'ai dit tantôt, moi, la lutte au Québec, les lutteurs, pour moi, c'était les lutteurs québécois. Ouais. C'était... c'est les autres que j'ai connus quand j'étais jeune, puis ça restait eux avec qui j'étais. Là. Ça, c'était la dernière équipe avant que je prenne ma retraite à Country Boy, avec mon gérant. C'est là que j'ai décidé qu'il fallait me tasser, il fallait que... C'était assez, là. C'était assez, les blessures, puis... oh oui. Ça, c'est une photo spéciale. Tantôt, je parlais de... les gars la foule qui m'haïssait, la foule qui me détestait, qui voulait me démolir. Puis, c'est mon personnage que je faisais. Spécial. Assez spécial comme personnage. OK, ouais. Ouais. On m'avait donné ce rôle-là, on m'a demandé si j'étais capable. C'est drôle parce que c'est arrivé... le promoteur est arrivé à moi et il dit « Écoute, on a un gala spécial à couvrir. C'est pour une soirée grecque. Et ça te tente-tu d'embarquer? » Et de faire un personnage spécial pour eux autres. Puis c'est là que j'ai bâti ce personnage-là. Il y a une autre place qu'on voit le personnage ici. C'est la même photo, mais avec des costumes différents. Okay. Ce qui est drôle, c'est que le monde me traitait de tout ça de nom, de ce personnage-là. Puis la majorité du monde savait que j'avais une femme et un enfant qui étaient là dans la salle. Ouais. Mais pour eux autres, quand mon personnage était sur le ring, ça comptait plus. Deux personnes différentes. Non, je suis vraiment la personne à démolir. Ouais. Ici, avec lors d'un gala, un Megastar 99, avec le célèbre Paul Leduc. Paul Leduc, pour moi, a été un gars qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses dans la lutte. Okay. Parce que Paul, c'est un bon conseiller, c'est un bon... c'est un personnage que je respecte beaucoup, puis je vais toujours respecter. Paul est arrivé à moi, à un moment donné, puis il savait que je voulais retourner dans le monde de la lutte, mais à l'extérieur. Je voulais aller en Europe, j'avais la chance d'aller en Europe, j'avais la chance de... Paul est arrivé à moi, il dit, écoute, t'as connu lutte internationale, t'as connu, il dit, la WWF, des plus grands lutteurs au monde. Il dit, là, t'as un enfant. Il dit, on n'élève pas un enfant dans une valise. Ouais. Il m'avait dit ça comme... Puis ça m'avait marqué. Puis j'ai dit, à un moment donné, j'étais assis chez nous, puis j'ai dit, Paul a raison.
j'ai un enfant, puis si je me mets à voyager, c'est fini pour moi. Je ne verrai pas mon enfant grandir parce que je vais passer mon temps sur la route. C'est ce qu'ils font les grands lutteurs. Tu prends comme Jacques et Raymond Rougeau, quand ils sont mis à lutter avec la WF, ils partaient des fois, là, ils n'avaient même pas le temps de dormir, pas le temps de s'entraîner. C'était go, go, puis je ne me voyais pas faire ça, moi, avec mon enfant qui était au Québec. Puis non, c'est là que j'ai décidé de rester au Québec. Je ne regrette pas parce que j'ai quand même eu une bonne carrière au Québec. Ouais. Ben, c'est possible, ça. C'est possible d'avoir des bonnes carrières de lutteur au Québec. Oui, oui. Si, la scène est faite pour ça. La scène est faite pour ça. Il y a encore de la place au Québec pour la bonne lutte. Oui, ça. Il y a une fédération de lutte aujourd'hui qui est à Québec, je ne me souviens plus du nom. NSPW. Oui, qui est assez sérieuse. Il y a encore de la place pour la bonne lutte au Québec. C'est sûr qu'il y a beaucoup de fédérations. Ouais. Il y en a probablement un peu trop. Mais d'un autre côté, ça donne la chance à beaucoup de jeunes de vouloir de monter sur le ring puis se défouler au lieu de traîner dans les rues, au lieu de faire des mauvais coups. Bien, ils embarquent sur un ring, ils se défoulent, ils se font connaître. Puis, devenir sérieux. Oui, c'est quand même. La lutte elle sort beaucoup de jeunes. Ouais. La ICW a été beaucoup de jeunes délinquants en dehors de. Ça, par exemple. Même encore aujourd'hui, l'UJ est très présent parmi les jeunes qui veulent être un peu délinquants, un peu. Il est toujours là, la porte ouverte pour leur aider. Puis, ça, c'est une photo avec l'UJ dans un gala où je crois bien, ça s'est passé à Masson, je crois, ou dans ces régions-là, avec l'UJ Pro, avec les machines. Quand on a affronté les machines, ceux qui ont blessé l'UJ. OK. Ici, c'est avec une photo avec le champion italien, avec aussi Ron Potski, un gars qui était, je crois, dans ces années-là, c'était M. Québec. Okay. Il était culturiste, puis c'est ça, on avait formé une bonne amitié entre les trois, là. C'est moi puis l'UJ encore avec les ceintures, quand on avait été, on faisait la route au Québec, on était un peu partout, puis on faisait des revues, on faisait des... Ici, c'est une photo, on avait lutté, ça c'était spécial, on avait lutté à Shawinigan, puis le ring se faisait, ils avaient mis le ring sur une plateforme flottante, sur l'eau. On avait été à Greg Jackson comme gérant. Et puis c'était spécial parce qu'on luttait sur l'eau, le ring, il avait tendance à bouger. C'était cette fois-là, j'avais failli me noyer. Ouais. Ouais, parce que les gars m'ont pitché par-dessus le deuxième câble, le troisième, et puis j'ai pas eu la chance de m'agripper correctement. J'ai tombé à l'eau. Là, j'étais habillé, puis ils ont sauté à l'eau pour venir m'aider à sortir. J'ai eu un peu peur cette fois-là. C'est contre Dream Machine. C'est un gars des arts martiaux, 5e dame. Puis c'est un gars solide. Encore aujourd'hui, on est en contact encore aujourd'hui. Puis il monte en Gaspésie régulièrement chaque année pour venir me voir, puis on prend des cafés. C'est bon. Oh, oui. C'est encore la même contre le Dream Machine sur un combo pour la ICW. On faisait le plus beau temps sur le ring. Moi, l'UJ, les Dream Machine. Ça, c'est une autre photo, un autre look que je portais. Un peu dans les mêmes années que j'ai eu les menaces. J'avais rentré dans mon personnage assez solide. Des autres photos, là, c'est pas... Ici, c'était des revues Montréal qui passaient. Journal de Montréal. Qu'on passait régulièrement dans les... à la ICW. Oui, à la ICW. C'était des sites... Je suis le site dans le coin ici.
Non, les journalistes ont commencé à s'intéresser un peu à la lutte. Ouais. Ce qui est dommage, c'est que la lutte au Québec, moi, dans les années que j'ai commencé à connaître la gloire, c'était les années où la télévision avait pris part pour les Américains et non pour la lutte Québec. Donc, on était comme mis un peu à part. Ce qui fait qu'on n'a pas été reconnu assez. On se promenait partout au Québec, on était connus dans les arénas, les villages où on allait, mais la télévision boudait un peu la lutte québécoise. C'est plus difficile de se faire connaître à la grandeur de la province. Là, aujourd'hui, ça va un peu mieux, là, les Québécoises avec RDS. Avec Pat Laprade qui en parle beaucoup. Ça, Pat, j'ai là mon chapeau, c'est un super bonhomme, puis j'ai beaucoup de respect pour ce gars-là. Puis le produit est excellent aussi, là, depuis quelques années. Fait que ça je pense que... Ça, les trophées, c'est ça, c'est des mégastars. Il y avait les Metrostars pour les vedettes, puis il y avait les mégastars. C'est tous des trophées des votes publics que le monde votait. Puis, parce que c'est des prix différents. Des prix différents, oui. Il y a la tête de l'année, j'ai eu le mégastar de l'année, l'équipe la plus détestée, la plus aimée. OK. C'était une année, c'était l'équipe la plus détestée. L'année d'après, c'est l'équipe la plus aimée. C'est ça, dans ces années-là, ça allait des deux côtés. Et puis l'année où j'ai eu ma fameuse plaque ici qu'on voit de la ICW, un bâtisseur. C'est l'année où moi puis le Jay, notre ceinture était plaquée or, puis on l'a depuis ce temps-là. OK. Celle-là ici? Celle-là, oui. On l'a accrochée. C'était la lutte internationale. C'était spécial. Ça, c'est des choses, c'est des choses qu'on garde en souvenir, c'est précieux. Puis moi, j'ai mon mur chez nous, puis ils sont tous sur mon mur, puis je garde ça. Un petit temple de la renommée. C'est ça, c'est des hommages. Ça, c'est elle que j'ai reçue à Grande-Rivière en 2018, hommage à la EWE. Je savais que ça a été spécial pour moi. Puis surtout l'année où ma fille a fait ses premiers combats. C'est ça, c'est ça, c'était une grosse soirée là, chez vous. C'est gros. Un hommage, pas de fille, ça fait... C'est gros, Puis ça là, c'est une photo qui a été prise à Sorel, pour les revues de Sorel. On nous avait invité les champions internationaux pour percer pour eux autres. C'était... des bonnes années. Très bonnes années. Je n'oublierai pas ça. Celui-là, c'est un combat dans les dernières années que je luttais. OK. Contre un Grec. Un gosse qui s'appelait. C'est un gars que j'ai gardé contact. Puis on est encore aujourd'hui. Okay. On a des bons contacts ensemble. Les anciens ont gardé contact ensemble. Souvent sur Facebook, on se partage des photos, on se partage des souvenirs. C'est spécial. Monsieur Denisilla, ça fait le tour de l'entrevue aujourd'hui. Je suis très content d'avoir pu partager. Je te remercie beaucoup, ça me fait plaisir. C'est la passion, je l'ai toujours, puis je vais toujours la garder. Puis là, c'est ma fille qui l'a. C'est toujours plaisant de parler des expériences. Il y a tellement de choses. Dans la lutte, c'est tellement de souvenirs, j'ai tellement de belles choses à raconter. C'est sûr que si j'aurais eu la chance, j'aurais entraîné moi-même. J'aurais transféré tout mon savoir, mais avec les blessures que j'ai peur de pogner la piqûre pour vouloir monter sur le ring. Puis, faut faire attention. C'est ça. Je vous remercie encore. Merci beaucoup. Très apprécié. Merci beaucoup.